Merci Gérard. Merci de m'avoir invité à vous donner un essai de définition du terme extrême droite. C'est précisément ce que je viens d'essayer de faire dans quelques feuillets du numéro en cours de la Revue des Deux Mondes, qui essaye de retracer l'histoire de ce terme que j'ai trouvé employé pour la première fois sous la Seconde Restauration, sous la plume d'auteurs libéraux qui critiquaient à l'époque l'aile la plus intransigeante du royalisme de retour au pouvoir, ceux qui étaient, comme le disait Chateaubriand, plus royalistes que le roi et dont les plus radicaux tentaient d'imposer à Louis XVIII un retour complet à la société d'ordre et à l'ancien régime. C'est donc à cette époque que naît ce concept d'extrême droite qui va être repris ensuite à peu près toutes les étapes que nous connaissons de l'histoire de ce que l'on peut appeler par un autre vocable les droites radicales, avec une précision importante, c'est que ce terme d'extrême droite n'est en fait jamais assumé par les intéressés eux-mêmes, quels qu'ils soient. J'ai trouvé très peu d'exceptions. L'une des très rares exceptions à cette règle figure dans l'ouvrage récemment paru de Dominique Vénère, Les Carnets rebelles, où Dominique Vénère, qui a été l'animateur d'une mouvance qu'on peut sans risque qualifier de néofasciste dans les années 50-60, assume, lui, le terme du militant d'extrême droite. Il y a eu de manière anecdotique, en 1982, une journaliste, par ailleurs du service public, qui a écrit un livre au titre un peu provoquant, Moi j'aime l'extrême droite. Ses idoles étaient à l'époque Jean-Gilles Maliarakis, Pierre Sidos, plein de leaders de groupuscules qui n'avaient pas trouvé, et n'ont toujours pas trouvé, leur place sur l'échiquier politique. Donc, extrême droite, c'est une autodésignation très très peu fréquente. Le terme, par ailleurs, est utilisé par la science politique de manière extrêmement hétérogène. Mon collègue américain Casmud, lorsqu'il a publié sa thèse au début des années 2000, en recensait déjà 26 définitions académiques de ce qu'était l'extrême droite, reposant sur des batteries de critères qui, pour reprendre ces mots, ressemblent souvent à des listes de commissions, avec une batterie de critères qui peuvent aller jusqu'à 15, 20 critères cumulatifs pour être qualifiés d'extrême droite. Moi, j'essaye d'aller à l'essentiel et de distinguer quelques facteurs qui permettent, quelques traits idéologiques qui permettent de classer des partis politiques dans cette catégorie. Le premier de ces critères, je crois, c'est le nationalisme. Le second, c'est le racisme. Le troisième, c'est la xénophobie. Le quatrième, c'est l'opposition à la démocratie. Et le cinquième, c'est la valorisation d'un État fort, d'un État, on dirait aujourd'hui, euh, débouchant sur cette démocratie libérale qu'on voit à l'œuvre à Varsovie ou à Budapest. Mais le problème de cette définition, qui n'est pas la seule acceptée par mes collègues, c'est que si elle vaut pour un certain nombre de partis que nous connaissons bien, le Front National, époque Jean-Marie Le Pen, le Vlaams Belang flamand, le FPE autrichien, très certainement l'AfD en Allemagne, elle ne peut pas désigner complètement l'ensemble de ceux que le milieu journalistique et les essayistes rangent sous l'étiquette d'extrême droite. Cette étiquette, Pierre-André Taguieff l'avait bien souligné il y a déjà maintenant une trentaine d'années, elle est devenue aussi une étiquette disqualifiante utilisée à mauvais escient par bien des gens qui souhaitent simplement stigmatiser leur adversaire, notamment celles et ceux qui, sur tel ou tel point, valeurs sociétales notamment, vont contre le politiquement correct et passent, parce qu'ils sont peut-être un peu plus conservateurs que les autres, pour pouvoir être amalgamés à cette mouvance d'extrême droite. Or, je défends pour ma part la thèse que l'extrême droite n'est pas, et ça c'est fondamentalement important, l'extrême de la droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuum entre la droite démocratique et l'extrême droite, à de très rares exceptions près. L'extrême droite, ça n'est pas simplement aller au bout de l'idéologie de la droite. Cela
correspond à une rupture sur un certain nombre de fondamentaux. Ça n'est pas être un peu plus à droite que les autres, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il existe et qu'il doit continuer à exister un cordon sanitaire. C'est parce qu'à un moment donné, effectivement, vous franchissez, quoi que vous en disiez par ailleurs dans votre programme politique et vos allocutions électorales, un certain nombre de bornes qui font que vous n'êtes plus compatible avec la droite, soit la droite libérale, soit la droite démocrate chrétienne, soit la droite conservatrice telle que l'incarne l'immense majorité des militants des Républicains. Bref, ma thèse est qu'il existe une cassure, il existe une césure entre les deux. Et précisément, cette tentative d'imposer à tout crin une union des droites, si elle se réalisait, elle briserait en quelque sorte cet ostracisme qu'à bon droit on fait peser sur un certain nombre d'acteurs politiques qui feignent de respecter les règles du jeu démocratique, mais dont on sent bien quand même que s'ils étaient au pouvoir, ce ne serait pas tout à fait dans le cadre républicain que nous connaissons actuellement. Donc l'extrême droite peut être effectivement utilisée comme un terme disqualifiant, c'est également un terme très flou. C'est-à-dire qu'il faut avoir à un moment donné la patience de distinguer à l'intérieur de cette vaste catégorie sur laquelle on lit tous les jours dans les journaux et dont on entend parler sur les chaînes de télévision, des filiations. Des filiations. Et je voudrais insister très brièvement sur quelques-unes d'entre elles. Il y a bien évidemment, on parlait tout à l'heure de ce candidat dont le nom est sur toutes les lèvres, il y a évidemment l'affiliation d'un nationalisme barrésien. C'est incontestable. Il faudrait dire d'ailleurs que le nationalisme barrésien a évolué dans le temps et qu'entre le Barrès de 1880-1890, engagé chez les anti-Dreyfusards, et le Barrès qui publie en 1917 Les familles intellectuelles de la France et qui consacre des pages assez intéressantes et sincères, je trouve, aux Israélites français qui ont fait le sacrifice de leur vie lors de la première partie de la guerre de 14, il y a une différence. Mais le nationalisme barrésien, chez ce candidat dont nous savons tous les positions, il est aujourd'hui supplanté finalement par une vision quasi maurassienne de la société. Et cette vision quasi maurassienne de la société, elle a, je crois qu'il faut s'en rendre compte, imprégné bien plus de gens, y compris dans les milieux intellectuels, que nous n'en avons l'impression. Nous avons cru, et c'est sans doute une erreur magistrale, qu'après 1945, ces familles politiques étaient mortes et enterrées, que le consensus démocratique et la défaite de l'Axe les avaient définitivement rangées au magasin des accessoires. Mais la pensée maurassienne avait été, depuis le début du XXe siècle, jusque précisément en 1944, une pensée qui avait imprégné tellement de cerveaux, y compris à l'université, qui avait formé tellement d'étudiants, dont certains finiront d'ailleurs dans des horizons politiques très très différents, qu'il y a une postérité, qu'il y a une imprégnation qui rende possible aujourd'hui la réactivation d'un certain nombre de schémas maurassiens, y compris par des gens dont ça n'est pas, c'est le cas d'Éric Zemmour, la famille politique naturelle. Il n'a jamais été un militant d'un parti d'extrême droite, je ne sais pas dans quelle mesure il a lu et digéré Charles Maurras, mais en tout cas, je prétends, moi, que contrairement à ce que souvent nous disons, à savoir que la France est naturellement prémunie contre les résurgences de l'extrême droite parce qu'elle est la patrie des droits de l'homme, etc., il y a une imprégnation maurassienne, certes minoritaire, mais qui n'a jamais totalement disparu et qui peut à tout moment être réactivée. Enfin, le terme d'extrême droite, il doit être mis en parallèle avec, à mon avis, un autre terme qui me semble au moins aussi intéressant, peut-être plus approprié, qui est le terme de droite radicale que j'ai tendance, moi, à utiliser aujourd'hui parce qu'il signifie à la fois qu'on ne tombe pas dans le piège de mettre tout le monde dans le sac de l'extrême droite et qu'en même temps, c'est un terme qui met l'accent sur la radicalité, c'est-à-dire sur le fait que nous avons actuellement dans le discours politique mainstream un certain nombre de thèmes qui n'étaient pas imaginables il y a seulement 4 ou 5 ans. Je pense en particulier au concept de grand remplacement dont il est possible de débattre, sur lequel il est possible d'avoir un débat serein.
mais que je vois aujourd'hui utilisé dans le débat politique, alors qu'il y a seulement 4 ou 5 ans, l'évocation de ce terme évoquait véritablement la frange, la marge du monde politique. Quand Renaud Camus sort son ouvrage éponyme en 2011, il n'est lu que par une toute petite minorité de gens. Il faut mesurer donc le chemin qui est parcouru depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, où, lorsque Jérôme Rivière rejoint la campagne d'Éric Zemmour, eh bien, il fait référence explicite à ce terme qui est éminemment problématique, parce qu'il renvoie, et je terminerai par là, à ce que pourrait être la politique suivie si jamais l'homme arrivait au pouvoir. Là où Marine Le Pen entend agir sur les flux, fermer les flux de l'immigration entrante, fermer la porte, adopter la notion de grand remplacement, invite immédiatement à penser l'action publique, non plus en termes de flux, mais en termes de ce qu'on fait des flux, et passez-moi l'expression, ce qu'on fait du stock. Car le grand remplacement signifie, dans l'esprit de ceux qui en acceptent la réalité, que le substrat ethnique de la population française a changé, que ce changement est déjà opéré, et qu'il faut donc lutter contre, en revenant à la composition ethnique originelle de la population française. Je vous laisse évidemment imaginer les mesures qu'il faut prendre, qui sont, tu l'as dit tout à l'heure, des mesures d'exception, qui ne sont plus simplement l'arrêt de l'immigration, mais probablement alors la dénaturalisation, la remigration, le retour sur la place qu'ont acquise dans la communauté nationale un certain nombre de gens qui ne posent pas de problème d'ordre public, qui ne posent aucun problème à la laïcité. Donc on a clairement là un cordon idéologique qui se fissure et qu'il faut contribuer à remettre sur pied. Merci beaucoup Jean-Yves, merci. Les questions et les réponses, nous traiterons ça après toutes les interventions, sous la férule de Sarah Pérez. Je vais passer tout de suite la parole à Manuel Valls. Faut-il le présenter? Ancien Premier ministre, auteur de nombreux ouvrages. En tout cas, c'est une heureuse opportunité de saluer en lui un leader politique qui a tenu bon, sans céder sur ce qu'on convient d'appeler un axe républicain, de lui dire notre sympathie et notre reconnaissance et combien peut-être il nous manque dans la sphère décisionnelle. Je donne la parole à Manuel Valls. Manuel Valls, on ne vous entend pas. Et là, on entend. Voilà, c'est bon. Non, à nouveau, ça coupe. La liaison sonore est pas. Et là. Voilà, allez-y. La technique était défaillante et vous ne m'avez pas entendu, donc remercier Arié et Elnett pour ces ateliers républicains. Et je trouvais que vos deux interventions, cher Gérard et cher Jean-Yves, étaient déjà tout à fait passionnantes. Et au fond, moi j'interviens dans la sphère politique intellectuelle, je ne suis plus dans la décision, mais pour un responsable public, c'est tout à fait passionnant que de repartir du débat d'idées, du débat idéologique, dirions-nous, parce que c'est aujourd'hui essentiel. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Au fond, vous avez tous les deux évoqué les courants intellectuels, déclinistes, barésiens, maurassiens, identitaires, qui ont irrigué le débat intellectuel, politique et médiatique depuis au moins 150 ans, avec toutes les nuances que les historiens et les intellectuels doivent apporter. Dans des périodes qui pouvaient être marquées, notamment dans les années 30, par un sentiment que la démocratie, à cause de la corruption, des erreurs, des échecs, de la défaite en 40, n'était plus le bon système, ou en tout cas avait failli. On peut considérer, l'histoire ne se répète pas, elle bafouille, que nous vivons sans doute une période de mise en cause, d'interrogation, de doute sur cette démocratie représentative.
Nous avons toujours eu ces courants politiques et Jean-Yves Camus avait raison de souligner qu'on a oublié que c'était un courant puissant qui existait à l'aune des biographies ou des écrits qui ont été publiés ou republiés de Morand ou de Rabaté. On s'aperçoit que ces courants ont toujours été très présents et que même dans une partie de la jeunesse intellectuelle ou médiatique, ils ont trouvé parfois un certain écho. Rappelez-vous de tout ce groupe qui soutenait la candidature de Morand, par exemple, à l'Académie française. J'écoutais l'autre jour une radioscopie de Jacques Chancel avec Rabaté à l'occasion de la sortie au début des années 70 de son dictionnaire sur la musique, où ce dernier affirmait, je ne sais pas si aujourd'hui ça serait entendable, son admiration pour le fascisme, pour la Waffen-SS, et ne reconnaissait aucune des erreurs, et encore moins ne regrettait d'avoir publié Décombres en 1942, véritable best-seller anti-sémite, et il soulignait uniquement qu'il avait eu la chance d'avoir été emprisonné uniquement un an après un certain nombre de personnes qui avaient été fusillées comme Brasillac, donc avec ni regret ni cynisme. Je dis ça parce qu'il y a toujours eu ce courant. Mais il me semble que nous vivons une différence par rapport à d'autres moments, en tout cas déjà depuis un certain nombre d'années, et encore davantage en ce début d'année 2022, c'est que jamais ces courants d'extrême droite, de droite radicale, de national-populisme, mais j'y reviendrai, n'ont été aussi puissants dans des intentions de vote à une élection présidentielle pour le premier tour. Jamais. Et d'ailleurs, si on se projette avec toute la prudence nécessaire sur des sondages qui ont tendance à se tromper, jamais nous n'avons eu, depuis déjà plusieurs mois bien évidemment, des intentions de vote aussi élevées pour